Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une question absolument centrale. Comment les pouvoirs publics s'attaquent-ils aux problèmes environnementaux? C'est un sujet, vous allez voir, qui est complexe, mais qui est vraiment au cœur de nos sociétés. On va commencer avec cette caricature parce qu'elle résume parfaitement le dilemme. D'un côté, on le sait, le changement climatique est causé par l'activité humaine. Mais de l'autre, c'est l'inaction humaine, cette difficulté à agir, qui est l'autre face du problème. C'est exactement cette tension entre ce qu'on sait et ce qu'on fait qu'on va explorer ensemble. Et il y a vraiment urgence. Cette phrase du chef du GIEC, le groupe d'experts qui fait autorité sur le climat, elle est sans appel. Le consensus scientifique est là, il est solide, et il met une pression énorme sur les pouvoirs publics pour qu'ils réagissent. Alors pour y voir clair, on va suivre un parcours en 3 étapes. D'abord, on va regarder comment un sujet, l'environnement par exemple, finit par devenir une priorité politique. Ensuite, on ouvrira la boîte à outils des gouvernements pour voir ce qu'ils peuvent faire concrètement. Et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi c'est si compliqué de se mettre d'accord et d'agir au niveau mondial. Allez, c'est parti pour notre première partie. Pour comprendre l'action de l'État, il faut d'abord décortiquer comment un phénomène, disons la pollution de l'air, passe du statut de simple constat à celui de problème urgent qui doit être mis à l'agenda politique. Et là, il y a une notion vraiment clé à comprendre, c'est celle de problème public. En fait, une fonte des glaces, une espèce qui disparaît, ce n'est pas un problème en soi au sens politique du terme. Ça le devient seulement quand des acteurs, des groupes de gens s'en emparent, le nomment, le rendent visible et disent « attention, ça c'est grave et l'État doit intervenir ». Ce schéma, il illustre parfaitement ce parcours, ce que les spécialistes appellent la mise à l'agenda politique. C'est tout ce cheminement, ce processus crucial qui va transformer une observation de départ, parfois isolée, en un vrai problème public, qui va exiger une action concrète de l'État. Voyons un peu comment ça marche. Décortiquons un peu ces 5 étapes. Tout part d'un phénomène observé, par exemple la pollution plastique dans les océans. Ensuite, des acteurs vont le médiatiser, en parler, le rendre visible. C'est là qu'il devient un problème public, reconnu par beaucoup. Après ça, un débat s'ouvre pour trouver des solutions. Et à la fin de ce processus, ça peut déboucher sur une action publique comme une nouvelle loi. Mais qui sont ces fameux acteurs qui construisent le problème? Eh bien, ils sont très nombreux, comme le montre ce tableau. On a les experts, comme le GIEC, qui apportent les preuves scientifiques, les ONG qui font du bruit et mobilisent l'opinion, les partis politiques qui s'emparent du sujet pour en faire un enjeu électoral, les citoyens, bien sûr, qui manifestent, on pense à Greta Thunberg, les entreprises aussi qui peuvent soit innover, soit au contraire freiner des 4 fers, et tout au bout de la chaîne, les pouvoirs publics qui doivent arbitrer, décider et agir. Prenons un cas concret pour que ce soit plus clair. La disparition des abeilles. Tout commence en 1994, des apiculteurs constatent que leurs abeilles meurent en masse. Ça, c'est le phénomène observé. 4 ans plus tard, ils manifestent à Paris. C'est la médiatisation. Le sujet devient un problème public et dès l'année suivante, l'État réagit avec une première suspension d'un pesticide. Mais regardez, il faudra attendre 20 ans jusqu'en 2018 avec des débats, des pressions pour arriver à une interdiction européenne. On voit bien ici toutes les étapes à l'œuvre. Bien, maintenant que le problème est sur la table et politique, la question c'est « qu'est-ce qu'on fait ?» C'est là qu'on ouvre la fameuse boîte à outils des pouvoirs publics. Passons à notre deuxième partie. L'outil le plus direct, le plus simple à comprendre, c'est la réglementation. C'est tout simplement l'arme de la loi. On interdit ou on oblige. Par exemple, interdire les sacs plastiques à usage unique. Ou bien imposer des normes d'émissions polluantes pour les voitures. C'est clair, c'est direct, ça s'applique à tout le monde. Deuxième outil, cette fois-ci économique, la taxation. L'idée, c'est le principe du pollueur-payeur. On va rendre la pollution plus chère pour décourager les gens et les entreprises de polluer. L'exemple le plus connu, c'est la taxe carbone, qui augmente le prix des carburants pour inciter à moins utiliser sa voiture ou à se tourner vers des solutions plus propres. À l'exact opposé de la taxe, on trouve la subvention. Là, l'État ne punit pas les mauvais comportements, il récompense les bons. Il va rendre les choix écologiques moins chers. Le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique, c'est l'exemple parfait. L'État donne un coup de pouce financier pour aider à faire le bon choix. Et enfin, l'outil le plus sophistiqué, le marché de quotas d'émissions. Alors comment ça marche? C'est un peu complexe. L'État fixe un plafond global de pollution à ne pas dépasser pour tout un secteur, l'industrie par exemple. Ensuite, il distribue des droits à polluer. Les entreprises qui polluent moins que prévu peuvent vendre leurs droits inutilisés à celles qui polluent plus. Ça crée un marché et ça donne un prix au carbone. Ce qui est super intéressant, c'est qu'aucun de ces outils n'est la solution miracle. La réglementation, c'est efficace, mais ça peut être très rigide. La taxe, ça rapporte de l'argent à l'État, mais ça peut être socialement injuste. Les subventions, ça encourage l'innovation, mais ça coûte une fortune. Et les marchés de quotas, c'est flexible, mais leur efficacité dépend totalement du prix du carbone, qui est souvent trop bas pour être vraiment dissuasif. Et attention, tout ça, ce n'est pas que de la théorie. Cette frise, elle montre bien comment ces outils, notamment la taxe et les marchés de quotas, se sont diffusés partout dans le monde depuis les années 90. De plus en plus de pays les utilisent pour essayer de maîtriser leurs émissions. Bon, on a vu comment un problème émerge, on a vu les outils disponibles, alors on pourrait se dire « mais pourquoi les résultats ne sont pas plus spectaculaires ?»
surtout au niveau mondial? Eh bien, c'est parce qu'on touche là au plus grand défi de tous, celui de la coopération. C'est la question qui fâche. Le climat, lui, il se moque des frontières. La pollution émise à un endroit de la planète a des conséquences partout ailleurs. Donc l'action, elle doit être collective, mondiale. Mais c'est là que les choses se corsent sérieusement. La difficulté, elle vient de la nature même du climat. En économie, on appelle ça un bien commun. C'est-à-dire que personne ne peut être empêché d'en profiter, mais son utilisation par les uns dégrade sa qualité pour tous les autres. Et sans règle commune, la logique voudrait que chacun ait intérêt à surexploiter la ressource. C'est la fameuse tragédie des biens communs. Et ça nous amène directement à un autre problème bien connu, celui du passager clandestin. En gros, chaque pays peut être tenté de se dire « je vais laisser les autres faire des efforts pour le climat, et moi, je continue de polluer pour ne pas freiner mon économie ». Il profite des bénéfices de l'action des autres, sans en payer le coût. C'est un vrai casse-tête pour l'action collective. Face à ces défis, on voit bien que les stratégies internationales ont beaucoup évolué. D'un côté, on a le protocole de Kyoto en 1997. C'était une approche top-down, venue d'en haut, des objectifs contraignants imposés à une quarantaine de pays riches. De l'autre, l'accord de Paris en 2015. Là, on a changé de méthode. C'est une approche bottom-up, qui part de la base. Chaque pays propose lui-même ses objectifs, deux logiques complètement différentes. Et puis, il y a l'autre mur, immense, celui des inégalités. D'abord, la responsabilité historique. Ce sont les pays riches qui ont le plus pollué depuis la révolution industrielle. Ensuite, les pays émergents qui disent « Attendez, nous aussi on a le droit de se développer comme vous l'avez fait ». Et enfin, les pays les plus pauvres qui, eux, ont très peu pollué mais sont les premières victimes. Mettre tout le monde d'accord avec ces tensions, c'est extrêmement complexe. Alors finalement, la clé, elle est où? Dans l'action locale ou dans les grands accords mondiaux? En fait, la vraie question, ce n'est peut-être pas de choisir. C'est de comprendre comment articuler tout ça. Comment une initiative locale peut inspirer une politique nationale qui elle-même va permettre de renforcer un accord mondial. C'est dans cette connexion entre toutes les échelles que se trouve sans doute la clé du succès. C'est un défi immense, mais c'est celui des générations qui viennent. Merci d'avoir suivi cet éclairage.